Salut à tous les passionnés d'aventure, de culture et de grands horizons. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage qui risque de bousculer pas mal de vos certitudes. Imaginez un instant un coin de planète assez surréaliste où les femmes allient une beauté renversante, une indépendance farouche et un niveau d'éducation qui impose le respect, au point que la moitié des voyageurs qui y posent leurs valises n'ont plus qu'une seule idée en tête, s'y installer définitivement. Imaginez encore mieux une contrée où l'administration publique fonctionne comme une horloge suisse, où le mot corruption semble avoir été purement et simplement effacé du dictionnaire local, et où absolument personne, du chauffeur de taxi au grand patron, ne cherche à vous arnaquer, à profiter de votre naïveté ou à vous soutirer le moindre centime de trop. Cet endroit n'est pas le fruit de l'imagination débordante d'un auteur de contes de fées, il existe bel et bien sur notre carte du monde et il s'appelle le Danemark. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble au cœur du réacteur de ce petit royaume scandinave pour comprendre comment et pourquoi il se hisse systématiquement, année après année, sur la plus haute marche du podium des pays les plus intègres, les plus transparents et les plus profondément honnêtes du monde. On va décortiquer ensemble cette formule magique qui fait du Danemark une société littéralement immunisée contre les dérives éthiques et les petits arrangements entre amis qui empoisonnent tant d'autres nations. Mais ne soyons pas trop pressés, car avant même de percer les secrets de leur gouvernance irréprochable, vous allez rapidement capter pourquoi tant d'expatriés et de baroudeurs tombent éperdument amoureux de la population locale, et plus particulièrement des femmes danoises, qui incarnent à elles seules une véritable révolution culturelle et sociale. Restez bien avec moi jusqu'aux toutes dernières secondes de ce récit, car la trajectoire de ce peuple est une mine d'or d'enseignement, une source d'inspiration massive qui prouve qu'un autre modèle de société est parfaitement viable. Pour bien situer les choses, le Danemark est un mouchoir de poche à l'échelle du globe, un territoire confidentiel d'à peine plus de 6 millions d'âmes, solidement ancré tout au nord du continent européen. Il compose la Scandinavie aux côtés de ses grands frères, la Norvège et la Suède, formant un triptyque géographique et culturel réputé pour ses hivers rigoureux, ses paysages à couper le souffle, son organisation sociale d'une précision chirurgicale et surtout son atmosphère d'une sérénité absolue. Dès que vous posez le pied sur le sol danois, que ce soit en arrivant par l'aéroport de Copenhague ou en traversant les ponts suspendus qui relient les îles, une sensation étrange vous envahit, l'impression diffuse mais persistante de pénétrer de plein pied dans un conte de fées version contemporaine. Les rues affichent une propreté presque clinique, les façades des maisons déploient des palettes de couleurs pastel ou vives qui réchauffent instantanément l'atmosphère, et les habitants se déplacent par vagues ininterrompues à vélo, sous le soleil, la pluie ou la neige, comme s'il s'agissait du moyen de transport le plus évident et le plus naturel de la création. Et la vérité, c'est que là-bas, c'est effectivement la chose la plus naturelle qui soit. Au Danemark, la bicyclette n'est pas un effet de mode, un accessoire de bobo parisien ou un choix politique de transition écologique de dernière minute. C'est une composante organique de l'identité nationale, un prolongement de la vie quotidienne. En observant ce ballet incessant de cyclistes de tous âges, des cadres en costume 3 pièces aux grands-mères chargées de provisions, on réalise que tout semble fonctionner à un rythme radicalement différent du nôtre. Plus lent, plus posé, infiniment plus civilisé. Vous pouvez oublier le stress des klaxons, les hurlements des automobilistes exaspérés, le chaos urbain et cette précipitation permanente qui caractérise nos métropoles occidentales. C'est un pays qui semble fonctionner en mode silencieux, où le respect de l'autre commence par le respect de ses tympans et de sa tranquillité d'esprit. Cette quiétude fascinante ne s'explique pas uniquement par une densité de population raisonnable ou par des infrastructures urbaines impeccablement pensées, elle prend racine de manière beaucoup plus profonde dans la psyché collective et dans la mentalité danoise. Les Danois sont des êtres d'une discrétion absolue, d'une politesse feutrée, des gens qui sanctuarisent l'espace vital de leur prochain et qui éprouvent une aversion viscérale pour tout ce qui s'apparente de près ou de loin à l'excès, à la théâtralité ou à l'exhibitionnisme. Dans la culture locale, afficher ostensiblement sa richesse, flamber avec une voiture de sport ultra bruyante dans les rues de la capitale ou arborer des logos de marques de luxe géants pour prouver sa réussite sociale est perçu au mieux comme une faute de goût monumentale, au pire comme un manque flagrant de respect envers la communauté. Cette modestie érigée en art de vivre n'est que la partie émergée de l'iceberg, le premier jalon d'un édifice social qui déroute et fascine tous les observateurs extérieurs. Abordons maintenant un sujet qui suscite d'innombrables discussions, fantasmes et interrogations chez tous les voyageurs qui s'aventurent dans ces contrées nordiques,
le profil et le magnétisme des femmes danoises. Elles jouissent à travers le monde d'une réputation légendaire, souvent dépeintes comme de grandes silhouettes élancées, dotées d'une beauté naturelle et d'une élégance innée qui capte immédiatement le regard. Mais ce qui frappe le plus le voyageur attentif, ce qui s'avère infiniment plus fascinant que les clichés esthétiques, c'est que cette beauté ne repose jamais sur des artifices lourds, des maquillages sophistiqués ou des tenues provocantes, et tape à l'œil. Bien au contraire. La grande majorité des Danoises privilégie un style vestimentaire d'une simplicité désarmante. Des coupes épurées, des tons neutres, une sobriété étudiée qui exhale un goût très sûr et une classe folle, sans jamais donner l'impression d'avoir passé des heures devant un miroir. Au-delà de l'apparence physique, ce qui émane d'elle de manière presque palpable, c'est une assurance tranquille, une confiance en soi profonde et une solidité intérieure qu'il est extrêmement rare de croiser à un tel niveau d'évidence dans d'autres cultures. Le comportement des femmes danoises est une leçon de vie en soi. Elles sont, dans leur immense majorité, d'une indépendance absolue et sans concession. Oubliez immédiatement les schémas de séduction traditionnels ou les dynamiques de couple datées. Une Danoise n'attend absolument pas qu'un homme prenne les devants pour régler l'addition au restaurant. Elle ne court pas après les cadeaux matériels ruineux et accorde une importance très relative aux grands gestes galants, un peu forcés. Elle préfère de très loin que tout soit partagé de manière rigoureusement équitable, de l'addition du premier café à la gestion du foyer. Ce positionnement n'a strictement rien à voir avec une quelconque froideur affective, un manque de sensibilité ou une hostilité envers la gent masculine. C'est tout simplement la manifestation concrète d'une autonomie totale et d'un refus d'entrer dans un rapport de dépendance. Cette posture s'explique par leur éducation. Dès leur plus tendre enfance, les petites filles danses sont éduquées dans la conscience absolue de leurs propres valeurs, de leurs droits et de leurs capacités. Au Danemark, la notion d'égalité des sexes n'est pas un slogan creux inscrit sur le fronton des mairies ou une thématique de débat télévisé. C'est une réalité biologique du quotidien. Les femmes occupent massivement des postes de haute direction dans les entreprises privées. Elles structurent de manière majeure le paysage politique national et jouissent d'une liberté sociale et sexuelle absolue dans la conduite de leur existence. Dès l'adolescence, la société tout entière les encourage à identifier leurs propres aspirations, à poursuivre leurs rêves professionnels et personnels les plus ambitieux, sans jamais avoir à subir cette pression sociale latente qui ailleurs pousse les jeunes femmes à se marier à tout prix, à fonder une famille selon un calendrier préétabli, ou à se conformer à un moule comportemental dicté par des traditions patriarcales. On comprend sans peine pourquoi tant d'étrangers, d'expatriés et de voyageurs se retrouvent littéralement envoûtés par la personnalité des Danoises. Cette alliance unique entre une esthétique épurée, un bagage intellectuel solide, une bienveillance naturelle, une autonomie financière et affective et une détermination sans faille est devenue, au fil du temps, un véritable motif de voyage en soi. Certains traversent l'Europe ou le monde et posent leur bagage à Copenhague, Aarhus ou Odense, non pas pour admirer les châteaux de la Renaissance, visiter les musées d'art contemporain ou goûter à la gastronomie locale, mais avec l'espoir secret ou affiché de lier leur destin à celui d'une femme de ce pays, de vivre une histoire d'amour fondée sur ses valeurs de respect et de liberté. C'est l'émergence d'une forme de tourisme affectif d'un genre nouveau, une quête de connexion humaine authentique et égalitaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans toute la région nordique. Cependant, il y a un avertissement de taille à donner à tous ceux qui nourriraient des illusions romantiques un peu naïves. Les femmes danoises ne sont pas des conquêtes faciles que l'on séduit avec des techniques de drague éculées ou des démonstrations de force matérielle. Quiconque débarquerait sur le sol scandinave avec l'idée préconçue de trouver une compagne soumise, malléable, prête à s'effacer derrière l'ego de son partenaire ou à endosser un rôle de faire-valoir, s'expose à une douche froide monumentale et à une déception immédiate. Dans cette société, les individus se considèrent avant tout comme des pairs. Le respect mutuel est la clé de voûte de toute interaction, et les relations amoureuses obéissent à des codes de transparence, de dialogue et de parité, qui exigent une grande maturité émotionnelle de la part des deux partenaires. Pour appréhender ce fonctionnement, il faut comprendre que le Danemark vibre sur une fréquence temporelle et philosophique radicalement différente du reste de la planète. Dans une écrasante majorité de nos sociétés modernes, le concept de réussite et de bonheur est intimement, presque maladivement, corrélé à l'accumulation de capital, à la possession de signes extérieurs de richesse, aux voitures allemandes de grosses cylindrées, aux vêtements griffés par des couturiers en vogue ou aux propriétés démesurées avec piscine à débordement.
Au Danemark, cette logique matérialiste est perçue comme un archaïsme, une régression intellectuelle. Le mode de vie local s'articule autour d'un minimalisme revendiqué, élégant et fonctionnel. Les gens ne ressentent aucun besoin viscéral de prouver leur statut, d'écraser le voisin par leur pouvoir d'achat ou de se vanter de leurs privilèges. Vous pouvez tout à fait vous installer dans un bistrot de quartier à côté d'un authentique multimillionnaire, d'un capitaine d'industrie ou d'un artiste de renommée internationale sans jamais vous en rendre compte. Car cette personne se déplacera probablement sur le même vélo usé que vous, portera un pull en laine tout simple et résidera dans une maison aux dimensions modestes, qui sera certes agencée avec un goût infini pour le design, mais qui ne cherchera jamais à en mettre plein la vue. Cette philosophie de l'existence découle d'une conviction partagée par tout un peuple. L'idée profonde que le véritable bonheur, la plénitude authentique, ne se niche pas dans l'ostentation ou la consommation effrénée, mais dans l'appréciation des petites choses simples, intangibles et gratuites de la vie. C'est savourer un café brûlant entre amis à la lueur déclinante d'un après-midi d'hiver, s'engager dans une conversation d'une totale franchise au coin du feu, ou simplement allumer une bougie parfumée en se plongeant dans la lecture d'un bon bouquin alors que la pluie frappe les carreaux. Les Danois ont un mot unique, intraduisible et magique pour encapsuler cet état d'esprit, le fameux concept de hygge. Le hygge est une notion complexe, qui va bien au-delà du simple confort physique ou de la décoration d'intérieur cocooning. C'est une véritable politique du bien. Être, une quête de chaleur humaine, de moments de paix suspendus, d'intimité préservée et de confort psychologique. C'est ce sentiment absolu de sécurité, de douceur et d'harmonie avec son environnement, que l'on soit seul face à soi-même ou entouré par les êtres que l'on aime le plus au monde. C'est précisément la culture intensive de ce hygge qui explique pourquoi le Danemark squatte invariablement le top mondial des indices de bonheur brut et de satisfaction de vie. Là-bas, la joie d'exister ne s'achète pas. Elle se cultive au jour le jour, à travers un équilibre global entre vie professionnelle, vie de famille et respect du temps personnel. Cette paix intérieure, cette sérénité collective que chaque Danois ressent au plus profond de lui-même au quotidien, constitue la clé de voûte indispensable pour décoder la scène que je vais vous décrire maintenant, une scène qui résume à elle seule le gouffre culturel qui nous sépare parfois de cette partie du monde. Imaginez-vous assis à la terrasse d'un café branché dans le centre de Copenhague, vous sirotez tranquillement votre expresso. De l'autre côté de la vitrine, garée sur le trottoir le long de la rue, il y a une poussette. À l'intérieur de cette poussette, un bébé dort paisiblement. Et autour de cette poussette, dans un rayon de 10 mètres, il n'y a absolument personne pour surveiller. La mère de l'enfant est à l'intérieur du café, totalement détendue, en train de refaire le monde avec ses copines, jetant de temps en temps un regard distrait à travers la vitre, sans l'ombre d'une angoisse, sans la moindre palpitation cardiaque. Pour l'immense majorité des habitants de notre planète, une telle scène relèverait du délire pur, de l'irresponsabilité parentale criminelle ou du miracle social. Dans n'importe quelle autre grande ville mondiale, on crierait au scandale, on imaginerait le pire, un enlèvement, un accident, un acte de malveillance gratuit. Au Danemark, c'est une scène d'une banalité affligeante, un spectacle que vous pouvez observer quotidiennement à chaque coin de rue. Comment expliquer un tel phénomène sans invoquer la magie? La réponse tient en un seul mot, un mot d'une puissance inouïe, la confiance. Le niveau de confiance interpersonnelle au Danemark atteint des sommets qui défient l'entendement des sociologues. Les Danois ont fondamentalement confiance en leurs semblables. Ils partent du principe, a priori, que l'inconnu qu'ils croisent dans la rue est un individu bienveillant, que personne ne va venir dérober la poussette, qu'aucun être humain sain d'esprit ne cherchera à faire du mal à un nourrisson sans défense ou à commettre une action destructrice pour la simple et unique raison qu'il en aurait l'opportunité technique. Cette confiance mutuelle extraordinaire n'est pas un sentiment naïf ou isolé, elle se prolonge de manière parfaitement logique et fluide vers toutes les structures qui régissent la vie commune, vers le gouvernement, vers le système judiciaire, vers les forces de l'ordre et vers les institutions publiques dans leur globalité. Le citoyen danois moyen est intimement, viscéralement convaincu que l'argent qu'on lui prélève chaque mois via des impôts pourtant très élevés est utilisé de la manière la plus rationnelle, la plus juste et la plus efficace possible pour le bien de la collectivité. Il sait pertinemment que le policier en uniforme qu'il croise dans le parc est là exclusivement pour assurer sa sécurité et lui porter assistance, et non pour l'intimider, le traquer ou abuser de son autorité. Il a la certitude que l'homme ou la femme politique pour qui il a voté a accepté son mandat avec l'unique ambition de servir ses concitoyens et qu'il déploiera toute son énergie pour accomplir son devoir éthique sans jamais se servir dans la caisse.
Cette alchimie sociale unique est rendue possible parce que la culture danoise tout entière repose sur une valeur cardinale, un impératif catégorique partagé par tous, chacun doit faire sa part de travail pour le collectif. Dans ce pays, l'accent est mis de manière obsessionnelle sur la notion de communauté, de destin partagé. La réflexion individuelle est toujours guidée par ce prisme. Ce qui est bénéfique pour ma trajectoire personnelle doit impérativement l'être aussi, ou du moins ne pas nuire, à celle de la collectivité. L'espace public, les parcs, les transports, les infrastructures ne sont pas perçus comme des zones de non-droit ou des propriétés abstraites appartenant à un État lointain et désincarné. Ils appartiennent à tout le monde, et donc, par extension directe, chaque citoyen se sent personnellement investi de la mission d'en prendre le plus grand soin. Un problème social, une défaillance du système ou la détresse d'un groupe d'individus n'est jamais balayé d'un revers de main sous prétexte que c'est le problème des autres ou de l'administration. C'est immédiatement requalifié comme notre problème à tous, une responsabilité partagée qui exige une réponse collective. C'est précisément cette configuration mentale, cette architecture psychologique collective qui nous permet de comprendre la suite logique de notre enquête. Car voyez-vous, lorsqu'une société est irriguée par un tel niveau de confiance mutuelle et de responsabilité civique, la corruption se retrouve privée d'oxygène. Elle n'a tout simplement aucun espace, aucun terreau pour germer, se développer et corrompre les esprits. Jusqu'à présent, le tableau que je vous dépeins peut légitimement ressembler au scénario d'un film d'auteur utopique ou à une brochure promotionnelle sur papier glacé. Un peuple hautement éduqué, des cités d'une propreté impeccable, des femmes inspirantes et libres, un rythme de vie d'une douceur absolue et un bonheur érigé en norme constitutionnelle. Mais là où le Danemark force véritablement l'admiration, là où il quitte définitivement le royaume des utopies pour s'imposer comme une réalité politique incontestable, c'est que depuis des décennies, toutes les études internationales indépendantes, à commencer par le très rigoureux indice de perception de la corruption publié chaque année par l'organisation Transparency International, le placent invariablement au sommet absolu de la vertu publique. Cela signifie concrètement que dans la vie de tous les jours d'un Danois, la corruption, le pot de vin, le passe-droit, le népotisme ou le détournement de fonds publics n'existent pas, ils ne font pas partie du paysage mental ou des possibilités envisageables. Alors que dans de très nombreux pays à travers le monde, la corruption des élites est devenue une sorte de fatalité cynique, une mauvaise blague acceptée avec résignation par des populations désabusées qui se plaisent à répéter des formules terribles du style « il vole », d'accord ? Mais au moins, il construit des routes au Danemark. Cette tournure d'esprit est totalement inaudible, inconcevable. La corruption y est un phénomène d'une rareté statistique absolue. Et lorsqu'un manquement à l'éthique, aussi minime soit-il, vient à être mis au jour, il se transforme instantanément en un séisme politique majeur, un scandale national qui sature l'espace médiatique. La population ne ressent pas de la résignation, mais une indignation profonde, viscérale. Elle exige des comptes immédiats, des explications claires, et l'appareil judiciaire s'autosaisit et s'active à une vitesse fulgurante pour sanctionner le coupable, sans distinction de rang, de fortune ou d'influence. Cette intégrité exceptionnelle ne relève ni du miracle divin, ni d'un coup de chance géographique, ni d'une quelconque supériorité génétique des peuples du Nord. Le Danemark n'est pas un pays honnête par accident ou par hasard. Il l'est parce qu'il a patiemment, méthodiquement, construit un système global conçu pour interdire la déviance, un système adossé à des valeurs culturelles indiscutables et porté par une population qui refuse catégoriquement de tolérer le moindre écart. Dans cette culture, détourner un seul euro d'argent public, utiliser sa position officielle pour favoriser un membre de sa famille ou accepter un cadeau d'un lobbyiste n'est pas seulement perçu comme un délit technique passible de sanctions pénales, c'est avant tout considéré comme une honte sociale absolue, une infamie qui détruit instantanément la réputation d'un individu et le bannit symboliquement de la communauté des honnêtes gens. C'est précisément ce positionnement moral intransigeant qui fait toute la différence. Ce n'est pas que les dirigeants ou les citoyens danois soient des saints imperméables à la tentation humaine ou dénués de faiblesse, c'est que l'architecture même du système fait en sorte que céder à la tentation s'avère socialement, financièrement et humainement d'un coût prohibitif, totalement contre-productif et absolument non rentable. Si vous m'écoutez encore à ce stade du récit en vous grattant la tête et en vous demandant « mais par quel prodige technique ont-ils réussi à matérialiser ce qui ressemble au saint graal de la science politique ?» Sachez que la réponse, bien qu'exigeante dans sa mise en œuvre, s'articule autour de principes d'une clarté limpide. Le Danemark ne se contente pas de punir la corruption une fois qu'elle a commis ses ravages. Il la combat
en amont, à la racine, en la privant des conditions mêmes de son apparition. Cette politique de prévention repose sur 3 piliers fondamentaux qui soutiennent tout l'édifice social, l'éducation, la transparence absolue et la confiance systémique. Le premier pilier, le plus crucial, c'est l'éducation civique dispensée dès la petite enfance. Dans les salles de classe des écoles danoises, le programme ne se limite pas à l'apprentissage académique des mathématiques, de la grammaire ou des sciences dures. Une place considérable est dédiée à l'enseignement des valeurs civiques, à la réflexion éthique concrète et à la compréhension profonde de ce que signifie la vie en collectivité. Dès leur plus jeune âge, à travers des exercices pratiques et des discussions ouvertes, les enfants intègrent cette notion fondamentale. Ce qui appartient à l'État, ce qui est public, n'est pas une entité abstraite et gratuite, c'est la propriété collective de chaque citoyen. Par conséquent, s'approprier indûment un bien public, tricher avec le système ou voler ne serait-ce qu'une miette, ce n'est pas flouer une administration lointaine, c'est commettre un vol direct au détriment de ses propres parents, de ses voisins, de ses amis et de l'ensemble de la communauté. Le deuxième pilier, c'est une politique de transparence radicale, totale et sans la moindre zone d'ombre. Au Danemark, le concept de secret d'État ou de confidentialité administrative en matière financière a été réduit à sa plus simple expression. N'importe quel citoyen lambda, équipé d'une simple connexion Internet, peut consulter en quelques clics le salaire exact de n'importe quel ministre ou homme politique, le détail des notes de frais des administrations publiques, les lignes budgétaires précises de l'État ou l'intégralité des documents administratifs ayant mené à l'attribution d'un marché public à une entreprise privée. Tout est ouvert, accessible, auditable par chacun. Le système est conçu pour être tellement limpide et facile à contrôler que si un décideur public tentait de dissimuler un virement suspect, de camoufler un conflit d'intérêts ou de favoriser un proche, l'anomalie serait détectée et exposée sur la place publique à une vitesse record par les médias, par les opposants politiques ou par de simples citoyens vigilants. Dans un tel environnement de clarté absolue, la stratégie des petits malins, des intermédiaires véreux et des experts en ingénierie financière occulte s'avère tout simplement inapplicable. Faute d'obscurité pour opérer. Le troisième pilier, enfin, c'est cette fameuse confiance bidirectionnelle et symétrique dans le collectif. Le peuple accorde sa confiance au système parce que ce dernier fait la preuve quotidienne de son efficacité et de sa justice. Et en retour, le système fait confiance au peuple. Un homme ou une femme politique au Danemark n'est jamais traité comme un monarque républicain, un seigneur féodal ou un être supérieur d'une caste à part. Il est perçu et se perçoit lui-même comme un simple serviteur de l'État, un fonctionnaire temporaire dont la mission exclusive est de rendre des comptes à ses mandants. Et si par malheur il vient à commettre une erreur éthique ou une faute de gestion, l'appareil judiciaire intervient de manière totalement indépendante, sans la moindre hésitation et sans tenir compte des protections corporatistes ou des réseaux d'influence. En d'autres termes, le Danemark n'a pas réussi à éradiquer le fléau de la corruption en instaurant un régime de terreur, des peines de prison disproportionnées ou des lois ultra-rigides et liberticides. Ils ont fait beaucoup mieux. Ils ont bâti au fil des générations une culture partagée, où l'acte corrompu est perçu comme une anomalie logique, un comportement dysfonctionnel qui n'a tout simplement pas sa place dans l'ordre des choses. Celui qui s'essaie à ce jeu dangereux ne trouve aucune complicité, aucun espace de complaisance, et il subit instantanément la sanction la plus redoutable qui soit dans cette société, la perte totale, immédiate et définitive du respect de ses pairs et de la communauté tout entière. Vous connaissez sans doute ce sentiment de frustration légitime que l'on ressent dans beaucoup de nos pays, ce discours ambiant un peu désabusé qui constate que les politiciens s'octroient des rémunérations confortables, des avantages en nature obscure, alors que personne, en dehors de quelques initiés, n'est capable de dire précisément où va l'argent public, ni comment sont arbitrés les budgets de l'État. Eh bien, effacez cette réalité de votre esprit, car au Danemark, ce genre d'opacité relève de la science-fiction. Tout citoyen peut se connecter sur le portail officiel du gouvernement et disséquer la manière dont chaque centime de couronne danoise issue de ses impôts a été dépensé au cours du mois écoulé. Les appels d'offres pour la construction d'une école, l'achat de matériel médical ou l'entretien des infrastructures routières sont intégralement publics. Les contrats sont mis en ligne de manière brute, consultables par tous les concurrents et tous les observateurs. La reddition de comptes n'est pas un exercice de communication cosmétique auquel les dirigeants se plient de mauvaise grâce une fois tous les 4 ou 5 ans à l'approche d'une échéance électorale pour séduire. L'électeur, c'est un processus organique, continu, inscrit dans l'ADN quotidien de la vie publique. Et cette philosophie se traduit par des comportements d'une simplicité extraordinaire qui ne manquent jamais de stupéfier les visiteurs étrangers.
Un député danois, un ministre en exercice ou même le chef du gouvernement ne circule pas dans les rues avec un cortège de berlines noires aux vitres teintées, des motards de la police pour ouvrir la voie en bloquant la circulation. Et encore moins avec une armée de conseillers en communication, de gardes du corps ou de titulaires de postes fictifs payés par le contribuable. Il est d'une banalité absolue de croiser un membre du Parlement en train de prendre tranquillement sa correspondance dans le métro de Copenhague, de pédaler sous la pluie pour se rendre à une séance à l'Assemblée, ou de pousser son caddie au supermarché du coin pour faire ses courses de la semaine au milieu de ses concitoyens. Cette proximité, cette absence totale de privilèges ostentatoires produit un effet psychologique et politique d'une puissance colossale. L'élu ne se sent à aucun moment supérieur au peuple qu'il représente, il ne s'enferme pas dans une tour d'ivoire déconnectée des réalités matérielles de l'existence, et réciproquement, le citoyen ne le perçoit pas comme un être intouchable, un privilégié au-dessus des lois de la physique sociale. Ce refus catégorique de la pompe et des honneurs artificiels prive la corruption de son arme la plus redoutable, la capacité à prospérer discrètement dans l'ombre des privilèges. Car lorsque toutes les actions sont exposées à la lumière crue du jour, lorsque chaque décision est visible par tous, dissimuler la moindre turpitude devient une mission impossible. Alors, arrivé au terme de cette immersion dans le modèle scandinave, quelle est la grande leçon que nous pouvons et devons retenir de l'exemple danois? Soyons parfaitement honnêtes et réalistes. Le Danemark n'est pas un Éden parfait, exempt de tout reproche ou de toute contradiction. C'est une construction humaine, et comme toute œuvre humaine, elle a ses zones de friction, ses défis économiques, ses débats internes complexes et ses imperfections. Aucun pays au monde ne peut prétendre avoir résolu l'intégralité des équations de la condition humaine en société. Mais lorsqu'il s'agit d'éthique publique, de transparence démocratique, de confiance mutuelle et d'honnêteté structurelle, force est de constater que ce petit peuple donne une leçon magistrale, lumineuse et inspirante au reste de la planète. La trajectoire danoise apporte la preuve irréfutable, concrète et chiffrée qu'il n'y a aucune fatalité à la déliquescence morale des institutions, qu'il est bel et bien possible de bâtir et de faire prospérer une société hautement développée qui soit à la fois performante sur le plan économique, profondément égalitaire dans ses structures et irréprochable sur le plan de l'intégrité. Le grand secret de cette réussite ne réside pas dans la rédaction de codes juridiques toujours plus volumineux ou dans l'arsenal répressif d'un État policier. Il se trouve de manière beaucoup plus subtile et durable dans la qualité du système éducatif, dans la sève de la culture populaire et, par-dessus tout, dans l'exemplarité absolue et non négociable affichée par ceux qui occupent le sommet de la pyramide sociale et politique. Parce qu'au Danemark, la corruption n'est pas perçue comme une malédiction historique inévitable face à laquelle il faudrait baisser les bras avec cynisme, c'est le résultat d'un choix collectif, conscient, mûri et renouvelé chaque jour. C'est un engagement citoyen qui prend vie dans les plus petits gestes du quotidien de l'individu ordinaire et qui se propage par capillarité et avec la même exigence jusqu'aux plus hautes sphères de l'appareil d'État. Nous ne pourrons probablement pas copier-coller l'intégralité du modèle danois dans nos propres pays, car chaque nation possède sa propre histoire, sa propre géographie et ses propres spécificités culturelles. En revanche, nous avons le devoir absolu de nous en inspirer, de comprendre ces mécanismes et surtout de nous autoriser à croire qu'un autre modèle de civilisation, fondé sur la confiance, le respect et l'intégrité, est à notre portée. Et vous, qu'en pensez-vous au fond ? Est-ce que vous estimez que le Danemark est véritablement ce modèle exemplaire et inspirant que décrivent les indicateurs, ou pensez-vous que ce système comporte des angles morts que nous n'avons pas abordés ? Est-ce qu'une telle culture de la confiance absolue vous semble transposable dans vos propres environnements de vie ? Ou cela relève-t-il, selon vous, d'une spécificité culturelle nordique impossible à exporter ? Partagez-moi vos réflexions les plus poussées, vos analyses et vos doutes dans l'espace des commentaires juste en dessous. Je me ferai un immense plaisir de descendre, y jeter un œil, pour que nous puissions prolonger cette fascinante discussion ensemble. Un immense merci à vous tous d'avoir partagé ce moment et d'avoir suivi cette analyse jusqu'aux toutes dernières secondes. Votre fidélité et votre curiosité sont le moteur de cette chaîne. Prenez grand soin de vous, cultivez la confiance autour de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine exploration.